Bienvenue à Plein gaz vers la crise, une émission du balado de sciences humaines. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit 4 experts. Coralie, une professeure à l'université spécialiste dans l'étude de la crise du logement qui touche le Canada depuis plusieurs années. Bonjour. Héloïse, une spécialiste de l'exode rural. Bonjour. Myriam, une professeure à l'UQAM qui étudie les favelas. Bonjour. Et Mathieu, un historien économique de l'automobile, va nous parler de l'impact de l'automobile sur les crises abordées. Bonjour. Merci à vous d'être venus. Ça me fait plaisir de vous recevoir dans nos studios. Alors, Héloïse, commençons par toi. Parle-nous de l'exode rural. Oui, donc je vais commencer par tester un peu vos connaissances sur l'exode rural. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? C'est pas le mouvement vers l'extérieur de la ville? Moi, je suis pas sûre, honnêtement. Ouais, j'aurais dit la même chose. Donc, en fait, l'exode rural, c'est un déplacement de la population d'un espace rural, donc de la campagne, jusqu'à la ville. Donc, les gens vont déménager dans les villes. Donc, aujourd'hui, je vais aborder ce phénomène-là en parlant de l'exode rural qui se produit au Nigeria, un État de l'Afrique de l'Ouest. Donc, le Nigeria, il y a une population de plus de 220 millions d'habitants. Ça, c'est une donnée de 2023. Donc, en Afrique, la ville la plus peuplée est justement au Nigeria, c'est Lagos. Elle a une population estimée à 25 millions d'habitants. La ville a connu une grande croissance démographique depuis l'indépendance de l'État du Nigeria en 1960. Cette croissance-là est notamment due au mouvement d'exode rural et également à l'accroissement naturel. Donc, chaque année, la mégapole accueille environ 600 000 nouveaux résidents. Donc, je vais vous poser des questions. Les réponses aux questions que je vais vous poser, ça va être des causes de l'exode rural. Selon des études récentes, la croissance agricole en Afrique subsaharienne aurait réduit de 34% depuis 1961. Plusieurs agriculteurs nigériens quittent leurs terres agricoles pour se rendre en ville. Pourquoi, selon vous? Honnêtement, je sais pas. Attends, faut que j'y pense. Je dirais les emplois. OK. C'est vraiment Ah ouais, parce qu'ils sont trop pauvres, ça fait pas assez de revenus leur terre. Oui, ben dans le fond, les terres, ils sont plus très productives en raison des inondations, de la sécheresse puis des tempêtes. Donc, l'aggravation des changements climatiques, ça a fait grandement diminuer la productivité agricole. Donc, les agriculteurs sont forcés de se trouver un autre emploi pour subvenir à leurs besoins. Donc, ensuite, quel facteur économique pourrait entraîner un déplacement de population vers les villes? une crise économique. J'aurais dit la même chose. J'en ai aucune idée. Donc, c'est la pauvreté. La région a un taux de pauvreté dépassant 50% des Nigériens. Les opportunités économiques limitées en campagne où l'agriculture n'est pas propice poussent les jeunes à chercher des revenus ailleurs. Donc, Lagos aurait les revenus moyens par habitant les plus bas au monde. Une dernière question pour les causes. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, provoquer un sentiment d'insécurité chez les populations qui les inciterait à se déplacer vers les villes? Peut-être le fait que si les terres sont vraiment comme distancées, ils sont moins sécuritaires chez eux. Je sais pas si c'est ça que tu voulais dire. Je sais pas. OK. Je vais dire comme Coralie. Pas tout à fait. En fait, c'est des conflits armés. Donc, il y a des attaques meurtrières dans la secte islamique de Boko Haram, dans le nord-est, qui ont notamment eu lieu. Ces attaques-là, ils ont engendré beaucoup d'insécurité auprès de la population. Donc, les migrants ils ont fui pour assurer leur propre sécurité. Donc, avec tout ça, on comprend que les facteurs qui poussent la population à migrer vers Lagos sont très variés, allant de facteurs climatiques à économiques et même politiques. Donc, les réponses aux questions suivantes, ça va être par rapport aux conséquences de l'exode rural à Lagos. L'arrivée massive de plusieurs centaines de migrants chaque jour, c'est pas sans conséquences sur le déroulement de la vie quotidienne à Lagos. Plusieurs sphères de la vie sont gravement affectées par ça. Donc, pour la première question, tantôt on a abordé les inégalités économiques. Alors, quand vient le temps aux arrivants de se trouver un logement, vous pensez qu'ils se tournent en majorité vers quel type de logement? Les habitats précaires. OK. Moi aussi, je dirais ça, les habitats plus insalubres, moins bonne qualité. Peut-être eux autres qui sont subventionnés par les gouvernements. Ben, Coralie et Myriam sont sur la bonne voie. Donc, faute de moyens, les nouveaux arrivants sont contraints de s'installer dans les zones plus pauvres de la ville, notamment les bidonvilles. Donc, ces habitations-là sont loin d'offrir un niveau de vie acceptable étant dépourvues d'accès à l'eau potable ou à l'électricité. 70% de la population de Lagos s'entasse dans des bidonvilles.
Une deuxième question. La demande en eau potable ne cesse d'augmenter alors que les ressources sont très limitées. Comment l'augmentation de la pression démographique à Lagos pourrait affecter l'approvisionnement en eau de sa population? Je dirais qu'il y aurait trop de population pour le nombre d'eau disponible, genre le nombre de quantités. Je dirais la même chose. Ouais, la demande qui augmente. Oui, vous êtes sur la bonne voie. Donc, premièrement, il y a l'exploitation des ressources en eau qui n'est pas planifiée puis est mal réglementée. Donc, ça amène une surexploitation. L'étalement urbain aussi aggrave également la situation. Les sols sont trop recouverts par des surfaces imperméables comme le béton ou des habitations. Ça rend très difficile le processus d'infiltration de l'eau de pluie dans le sol. Puis, une dernière cause, ce serait sa qualité se dégrade par la salinisation de l'eau et par la pollution. Donc, une dernière question pour les conséquences. C'est une question à compléter. Donc, qui dit grande population dit beaucoup de... Pauvreté. Inégalité. L'égalité. OK. En fait, c'est pollution. Ah! Et oui, avec ses millions d'habitants, Lagos échappe pas à une pollution très importante de son territoire. La ville produirait quotidiennement 13 000 tonnes de déchets. C'est énorme. La collecte insuffisante aggrave la pollution des sols et des cours d'eau. L'air aussi est saturé de particules. Tout ça fait que la ville est l'une des plus polluées du continent. Malgré tout, Lagos reste une destination très populaire. Cette popularité-là apporte avec elle la saturation du système de transport. Les embouteillages sont choses fréquentes. On dit qu'il est fréquent de passer des heures dans un bouchon. Eh ben merci, Loïc. J'en ai beaucoup appris. Mais je pense que l'exode rural, en général, tu changes d'une ville à une autre, t'aurais besoin d'une voiture. Fait que je pense que l'exode rural, ça mènerait à la création de l'automobile. J'ai-tu raison, Mathieu? Ben oui, effectivement. Puis pour bien comprendre l'industrie d'automobile au Canada précisément, il faut remonter dans le temps. Pendant longtemps, les chercheurs se sont surtout intéressés aux aspects techniques et industriels de l'automobile. Mais en réalité, son impact va beaucoup plus loin que ça. L'automobile a complètement transformé la société et ça, surtout dans les villes. Je vais commencer par vous poser une question. Pourquoi le 20e siècle a-t-il été une période de forte croissance pour ce secteur? Car il y a eu une forte industrialisation. L'exode rural. Ouais, j'irais dans le même sens que Myriam. Ben, vous tournez tout autour du pot. Dans le fond, au début du 20e siècle, on observe vraiment une croissance impressionnante pour le secteur de l'automobile. Par exemple, des villes comme Détroit, aux États-Unis, deviennent des centres mondiaux de production automobile. Et juste à côté, la ville de Windsor, en Ontario, profite directement de la proximité et connaît aussi une forte expansion. Dans le fond, entre 1918 et 1923, le Canada devient même le deuxième plus grand producteur de véhicules au monde, en plus d'être un exportateur assez important. Donc, c'était vraiment un secteur clé dans l'économie canadienne. Mais cette croissance n'était pas constante. L'industrie de l'automobile a connu autant des hauts que des bas. Dans le fond, après la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, la demande explose. Pourquoi? Parce que la population augmente rapidement, les gens ont plus d'argent et les gouvernements encouragent la consommation, mais aussi le développement des banlieues qui repose beaucoup sur l'utilisation de la voiture pour se déplacer. À ce moment-là, l'automobile devient presque essentielle dans la vie quotidienne. Par contre, au début des années 2000, on observe un ralentissement important. Même si le Canada reste un grand producteur mondial, l'industrie est affectée par des changements économiques, comme par exemple les accords de libre-échange, qui augmentent la concurrence et modifient l'organisation de la production. Maintenant, je vais aborder les causes. Je vais commencer par une question. En quoi l'industrialisation a-t-elle favorisé le développement de l'automobile? J'imagine parce qu'il y avait beaucoup d'usines déjà. Je pense qu'avec le développement de la technologie dans les industries, ça a augmenté le niveau de compétences pour les automobiles. Ben encore là, vous tournez encore autour du pot. L'industrialisation, dans le fond, avec la production à la chaîne, ça a le fait que les voitures coûtaient moins cher à fabriquer. Donc, elles deviennent accessibles pour beaucoup de gens. Ensuite, j'ai tout de suite une autre question. Quel rôle l'urbanisation a-t-elle joué dans cette expansion? Moi, j'en ai aucune idée. Je sais pas moi non plus. Il y avait les villes étaient plus grandes, fait qu'il y avait plus de place pour mettre des usines. Dans le fond, les effets de l'urbanisation, ça va faire que les villes vont s'agrandir, les distances vont augmenter et les besoins de déplacement vont devenir encore plus importants.
Un exemple, à Montréal, la migration vers les banlieues entraîne une hausse des déplacements vers le centre-ville. Ceci va amener d'autres transformations, des transformations majeures dans les infrastructures, notamment les constructions de routes. Il va y avoir des apparitions de garages, de stations-service. Donc, il y a tout un système qui se met en place autour de l'automobile. En même temps, les anciens moyens de transport, comme le tramway ou même le cheval, à certaines époques, ils disparaissent progressivement. Et évidemment, il y a la hausse de la demande. Avec l'augmentation de la population et l'amélioration des conditions de vie, de plus en plus de personnes veulent posséder une voiture. Un bon exemple, c'est la Ford T, un modèle produit en masse par la compagnie Ford. C'est un véhicule qui était construit pour être vendu à tous, qu'elle devient accessible à une grande partie de la population. Maintenant, pour aborder les conséquences. Comment l'automobile, selon vous, a-t-elle transformé l'organisation des villes? Ben, les villes se sont construites en fonction que les automobiles puissent circuler dans les villes. Fait que, tu sais, il y a des routes qui sont construites, des autoroutes et ainsi de suite. Ouais, j'imagine que ça a enlevé aussi beaucoup d'espace pour les piétons. Là. J'imagine avant c'était plus des rues piétonnaires, puis maintenant c'est plus des rues grandes pour avoir un grand nombre de voitures dessus. Je suis d'accord. Bien, je l'ai un petit peu abordé tout à l'heure. D'abord, elle transforme complètement les villes. Les routes sont modifiées, les infrastructures sont adaptées et l'espace urbain est réorganisé autour de la voiture. Ça, je l'avais abordé tout à l'heure. Par exemple, à Montréal, la circulation devient rapidement un problème majeur, surtout avec l'augmentation du transport commercial et les bouchons, ensuite le trafic. Il y a eu les impacts économiques surtout. L'industrie automobile devient un pilier de l'économie canadienne avec des centaines de milliers d'emplois, directement et indirectement. Mais en même temps, elle crée une forte dépendance à l'automobile. Aujourd'hui, dans plusieurs régions, il est difficile de se déplacer sans voiture. Il y a aussi des enjeux sociaux, notamment dans les conditions de travail liées à la production de masse, même si cette production a permis de réduire les coûts et de vendre des voitures accessibles. Et il y a aussi les liens que certaines personnes ont avec leur voiture. Ça fait penser à la musique de Luke Combs, une chanson de 2023, Fast Car, qui est une musique très intéressante qui parle justement du lien entre les voitures et les individus. Finalement, il ne faut pas oublier les impacts environnementaux. Les voitures émettent des gaz à effet de serre et contribuent au smog et au réchauffement climatique. Même si des normes ont été mises en place depuis les années 1970 pour réduire la pollution, le problème reste très important encore aujourd'hui et les effets de ce problème sont de plus en plus visibles, puisqu'on les voit notamment beaucoup à l'actualité. Ben merci Mathieu. Donc, le monde qui arrive en ville ont tous besoin de logement. Mais l'exode rural, amplifié par la création de l'automobile, crée le manque de logement. C'est ça que tu me disais, Coralie, avant l'enregistrement? Oui, exactement. Là. Donc, c'est ça qui va créer la crise du logement. Bon, on a notamment trouvé une chanson qui parlait de son sujet. Alors, c'est la chanson de Benoît Paradis Trio, Chaise musicale. La voici. Essaye de trouver un logement abordable. Les bruits montent en flèche, c'est épouvantable. Partout ça se demande comment joindre les deux bouts. Ça te prend un deuxième job si tu veux rester chez vous. Tout d'abord, je vais commencer par vous définir la crise. Donc, la crise du logement correspond à une période marquée par une pénurie de logements disponibles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de logements disponibles pour répondre aux besoins de la population. Donc, il y a un écart marqué entre l'offre et la demande. Ça va entraîner une forte hausse des loyers. Puis, ce qui est une crise du logement va se transformer en une crise d'inabordabilité, puisque même s'il y a des logements, ils seront inabordables puis inaccessibles à la population. Donc, pour ce qui est de la crise présente au Québec, elle persiste depuis plusieurs années, comme que plusieurs habitants peuvent constater, étant donné que c'est une actualité très présente dans les nouvelles. D'ailleurs, selon Véronique Laflamme, porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain, il s'agit même de la crise la plus étendue de l'histoire moderne du Québec. Donc, en fait, pourquoi qu'elle dit ça? C'est parce que ça touche non seulement les grands centres urbains, mais aussi plusieurs villes moyennes et régions du Québec. Donc, même les petites villes sont impactées par la crise, ce qui n'est pas toujours le cas là, quand on parle de crise du logement. Habituellement, là, ça impacte plus les grands centres comme Montréal, Québec et autres. Pour ce qui est des acteurs impliqués, tout d'abord, il y a les locataires. Là, donc, en fait, c'est évident puisque c'est eux qui subissent la crise du logement. Ensuite, il y a les propriétaires là, qui gèrent la hausse des loyers, qui fait qu'en fait, c'est une crise
d'inabordabilité. Ensuite, il y a les gouvernements qui posent des actions pour résoudre la crise ou qui en posent pas dans certains cas. Puis, il y a également les organismes qui aident et défendent les locataires. Donc, je vais aborder les causes de la crise du logement. Puis, pour ce faire, je vais le faire à l'aide d'un jeu. Donc, je vais vous dire 2 faux, 1 vrai, puis vous devez me dire lequel est vrai. Puis, par la suite, je vais l'expliquer. Donc, pour commencer, la démographie a joué un grand rôle dans la diminution de l'offre de logement. Ensuite, la démographie n'a aucun impact sur l'offre de logement. Puis, le logement n'est pas utilisé pour générer du profit. Moi, je dirais que c'est la première. Deuxième. La troisième. Myriam avait raison, la démographie a joué un grand rôle dans la diminution de l'offre de logement. Donc, en fait, la population a connu une croissance rapide au cours des dernières années, ce qui a fait que la demande de logement a augmenté. Ensuite, bien que l'immigration ne soit pas la principale cause de la crise, elle a tout de même contribué à accentuer celle-ci. Ensuite, l'évolution de la taille des ménages, bien que c'est pas ce qu'on trouve qui est de plus important, c'est la principale cause de la crise, puis c'est la cause la plus oubliée, en fait. En fait, avant, les ménages comptaient un plus grand nombre de personnes que maintenant. Donc, avant, c'était des plus grandes familles où les parents vivaient avec les enfants pendant une plus longue période de temps, que maintenant, c'est plus le cas. Il y a plusieurs personnes qui vivent seules. Une des causes de ça, c'est le vieillissement de la population. Là. Donc, plusieurs personnes âgées qui vont vivre seules ou en couple seulement. Ensuite, il y a beaucoup de familles qui vont se séparer, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc, ça va accroître la demande de logement. Donc, prochaine question. Premièrement, le capitalisme a fortement influencé la crise du logement. 2. La crise du logement est causée par une baisse de la population. 3. Les propriétaires baissent généralement les loyers en période de crise. La 3. 3. Je dirais la 1. Héloïse avait raison. C'est la 1. Donc, le capitalisme a fortement influencé la crise du logement. En effet, habituellement, le capitalisme, là, ça implique un manque d'implication de l'État. Ce qui est le cas dans cette crise-là, en fait, au cours des 25 dernières années, près de 9000 logements approuvés n'ont jamais été bâtis, faute de subventions gouvernementales suffisantes. Donc, peut-être que la crise aurait pu être évitée si le gouvernement serait plus impliqué pour la prévenir et encore aujourd'hui pour essayer de la régler. Depuis, beaucoup des propriétaires là, vont voir le logement comme un moyen de faire du profit et non comme un besoin fondamental. Ainsi, ils vont appliquer des hausses de loyer supérieures aux recommandations du tribunal administratif du logement, qui sont d'ailleurs déjà élevées. Ça va augmenter la crise du logement, puis ça va justement créer une crise d'inabordabilité. Puis tout ça relève du capitalisme. Donc, je vais poursuivre le jeu pour les conséquences de la crise. Premier énoncé. La crise du logement met en évidence plusieurs inégalités. Deuxième énoncé. La crise du logement réduit les inégalités entre les ménages. Troisième énoncé. Le vieillissement de la population augmente la taille des ménages. Deuxième. Le 1. Ouais, le premier. Ben, c'est vrai, en fait, c'est le 1. La crise du logement met en évidence plusieurs inégalités. Donc, on peut observer un écart important entre les ménages les plus nantis et les ménages les moins nantis. En fait, les locataires avec un faible revenu sont beaucoup plus touchés par l'augmentation des coûts du logement que les ménages les plus riches. Puis, en effet, une grande partie de leur budget des locataires à faible revenu sont déjà dédiés aux autres besoins essentiels tels que le logement, l'alimentation, le transport, ce qui va limiter leur capacité financière à absorber la hausse des prix. On peut donc comprendre que il y a un écart marqué dans la part du budget consacré au logement selon le niveau de revenu des ménages. Finalement, la dernière question. Premier énoncé. La crise du logement a une incidence directe sur la qualité de vie des individus. Deuxième, la crise du logement n'a aucun effet sur la vie quotidienne des individus. Troisième, la crise du logement améliore la qualité de vie de la majorité des gens. La première. Première aussi. Donc, en effet, la crise du logement a une incidence directe sur la qualité de vie des individus.
En effet, de nombreux ménages sont parfois contraints d'habiter dans des logements en mauvaises conditions parce qu'ils ne sont pas capables de se payer mieux, étant donné que c'est une crise d'inabordabilité. De plus, le coût élevé du logement constitue l'un des facteurs ayant le plus d'impact sur la détresse psychologique. En plus de ça, la crise du logement affecte la stabilité résidentielle, puis elle va augmenter la possibilité de vivre de l'insécurité alimentaire chez les familles affectées. Ah, ben la crise du logement, elle a beaucoup de conséquences, ça se voit. Mais ça se voit notamment au Brésil, je pense. Est-ce que j'ai raison, Myriam? Oui, vous avez raison. Dans le monde, des centaines de millions de personnes vivent dans des habitats précaires, sans eau potable ni électricité. Ces habitats s'appellent les bidonvilles, mais au Brésil, ils s'appellent les favelas. Elles apparaissent à la fin du 19e siècle, lorsque d'anciens soldats et d'anciens esclaves s'installent sur les collines de Rio de Janeiro. Mais leur véritable expansion se produit entre les années 1940 et 1970 lors d'un immense exode rural. Les villes se développent trop vite et l'offre de logements abordables ne suit pas. Résultat, des milliers de familles construisent elles-mêmes leurs maisons, souvent à partir de matériaux recyclés. Aujourd'hui, les favelas sont omniprésents. À Rio, un habitant sur 4 y vit. Ok, maintenant je vais vous poser des questions pour en apprendre plus sur les favelas. Quelles sont les principales causes historiques et économiques qui ont mené à l'apparition des favelas au Brésil? Je dirais la pauvreté. Les guerres. Une crise économique. Un peu de tout ça. Dans le fond, les favelas apparaissent à la fin du 19e siècle, lorsque d'anciens soldats et d'anciens esclaves s'installent sur les collines de Rio de Janeiro. Leur expansion s'accélère entre les années 1940 et 1970 lors d'un exode rural massif. Le Brésil, jusque-là agricole, doit s'adapter à l'arrivée du capitalisme et à l'industrialisation, ce qui provoque une urbanisation rapide que les villes ne peuvent pas absorber. La crise du logement, combinée à l'absence de logements abordables, pousse les populations pauvres à se construire elles-mêmes leur habitation. L'État, incapable de suivre la croissance urbaine, laisse ces quartiers se développer sans planification. La deuxième question. Comment l'héritage de l'esclavage et les inégalités raciales ont-ils influencé la composition sociale des favelas? Je sais pas. Je dirais qu'il y a plus de gens, là, peut-être afro-descendants qui vivent dans ces favelas-là. Ben, Coralie, elle avait un petit peu raison. Dans le fond, l'esclavage a profondément marqué la structure sociale au Brésil. À Rio, les esclaves représentaient presque la moitié de la population. Après l'abolition, les Afro-Brésiliens sont laissés sans ressources, sans accès au logement et exclus des opportunités économiques. Ils deviennent majoritaires dans les favelas. On dit souvent que la richesse des gens de l'asphalte dépend de la précarité des gens de la colline. Car les gens de la colline, c'est les mondes des favelas, tandis que les gens de l'asphalte, c'est les riches du Brésil. Ça montre que les inégalités raciales et économiques sont liées. Les favelas sont donc historiquement habitées par des populations afrodescendantes marginalisées. Troisième question. En quoi la crise du logement du 20e siècle a-t-elle accéléré l'expansion des favelas à Rio de Janeiro? J'aimerais me prononcer. Probablement que il manquait de logements abordables ou de logements tout court, ce qui a fait que les gens n'ont pas le choix d'aller dans des bidonvilles pour se loger. Ouais, Même affaire. même opinion. Ben, parfait. T'as raison, Coralie. Au milieu du 20e siècle, Rio connaît une expansion démographique. La population de la banlieue triple entre 1940 et 1960. Les gratte-ciels et les tours résidentiels remplacent les maisons traditionnelles, faisant grimper le prix du logement. Les familles à faible revenu sont repoussées vers les collines et les périphéries. L'autoconstruction devient alors la seule solution. Une tente, puis du bois, puis de la brique. Cette crise structurelle du logement, combinée au manque d'intervention de l'État, entraîne une expansion rapide et durable des favelas. Quatrième question. C'est un vrai ou faux? L'absence de l'État dans les favelas a permis à des groupes armés et à des trafiquants de prendre le contrôle de ces quartiers. Vrai. Ouais. Ben oui. L'absence de l'État dans les favelas a permis aux groupes armés et au trafic de drogue et aux milices paramilitaires de prendre le contrôle. Ces groupes imposent leurs propres règles et remplissent le vide laissé par les autorités, ce qui augmente la violence et l'insécurité. Cinquième question. Comment les favelas contribuent-elles à la culture brésilienne malgré leur marginalisation sociale? Je pourrais pas dire. À cause des différentes personnes qui y habitent. Les favelas sont un foyer majeur de la créativité culturelle. Elles ont donné naissance à des éléments centraux de l'identité brésilienne, comme la samba, la capoeira et même le carnaval. On dit souvent que la majorité de ce que la planète connaît du Brésil, ce sont les habitants des favelas qui l'ont créé, car les afro-descendants, c'est ceux qui ont emmené la samba et tout. De plus, la solidarité et l'entraide y sont très fortes.
Les organisations communautaires se développent pour pallier l'absence de l'État, créant une sous-culture riche et avec ses propres valeurs, normes et expressions. On le voit notamment dans la chanson « Utavaaki », repris par un enfant des favelas. On voit notamment que ces habitants ils ont une culture propre à eux et qu'ils l'expriment d'une certaine façon. Quelle solution permettrait de réduire les inégalités et d'améliorer les conditions de vie dans les favelas? Ben, ce serait d'avoir des subventions pour peut-être les reconstruire, les mettre plus conformes à des vrais logements, puis c'est ça. Oui, c'est bon, j'aime bien. J'irais dans la même direction là, avec peut-être des subventions là, pour les gens là, qui en ont le plus de besoin. Certain, subvention aussi. Ouais. En effet, les subventions, ça aiderait beaucoup. Il faudrait aussi que les gouvernements voient les favelas plutôt comme une solution qu'un problème. Les intégrer à la ville plutôt que les détruire. C'est l'allégation des services publics, des transports et la reconnaissance juridique. Le gouvernement devrait aussi augmenter le salaire minimum, construire des logements abordables et offrir davantage de programmes sociaux. En ce moment, il y a le programme Bourse familiale qui soutient financièrement les mères dont les enfants sont scolarisés et vaccinés. Elle est présentée comme un exemple positif parce que ça montre que ça aide les habitants. On a vu des grandes différences au Brésil. Dernière question. Pourquoi la violence est-elle si présente dans les favelas et quelles en sont les conséquences pour les habitants? Ben, je dirais que c'est peut-être à cause du manque d'éducation. Tu sais, ils n'ont pas d'emploi stable, donc j'imagine que ça apporte une certaine violence. Moi, je dirais là, avec peut-être les cartels ou ce genre de choses-là, là, la drogue, ça amène tout le temps de la violence. Là. La violence dans les favelas est principalement liée à l'absence de l'État et au vide de pouvoir qui en résulte. Comme le gouvernement n'assure ni sécurité ni services publics, l'absence de l'État dans les favelas a permis aux groupes armés et au trafic de drogue et aux milices paramilitaires de prendre le contrôle. Ces groupes imposent leurs propres règles, réglementent les commerces et instaurent une forme de gouvernance parallèle. Les interventions policières, souvent brutales, aggravent la situation. Les habitants vivent dans la peur constante des fusillades. Il y a même un habitant qui dit que quand la police débarque, je ne sors pas, il y a un risque de fusillade. Ça montre que la police considère fréquemment les habitants comme des suspects, ce qui renforce la méfiance et la colère. Certains habitants préfèrent la présence des groupes criminels qui jugent plus prévisibles. Un autre habitant des favelas dit que eux, au moins, ils ont des règles. La violence renforce la stigmatisation des habitants, perçus comme dangereux simplement parce qu'ils vivent dans une favelas. Elle contribue enfin à maintenir un cycle de pauvreté et d'exclusion sociale. C'est pas intéressant. On voit que chacun de vos liens est une cause, une conséquence de l'autre. L'exode rural et son implication avec la création d'automobiles amène la crise du logement. Cette crise crée les favelas au Brésil. C'est bien intéressant tout ça. Merci d'être venu au balado. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci. Ça me fait plaisir de vous recevoir. J'en ai beaucoup appris et j'espère que vous aussi, les auditeurs, vous en avez appris. Je remercie également Benoît Paradis Trio de nous avoir permis d'utiliser sa chanson dans cet épisode. J'espère que vous en avez appris autant que moi et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Plein gaz sur la crise.